C'est bon OK, comme ça. On c'est va la bon voir. comme ça? Oui, Voilà, alors, parfait. d'accord. OK, alors, On y va. un taux d'horizon de la rotation. On a différentes maladies visées par les fongicides en pomiculture. Donc, la tavelure que vous connaissez bien, le blanc, la suie-moucheture, diplocarpon, pourriture amère. Il y a des petites maladies mineures qui s'ajoutent, qui normalement ne sont pas visées par des traitements spécifiques, mais qui existent et qui prennent tranquillement de l'ampleur. Alors, on a un arsenal de différents fongicides. On va parler des différents groupes qui sont sujets à résistance et les autres. Et les risques de résistance. Alors, c'est des risques qui vont être pour les différentes maladies, pour différentes stratégies d'utilisation. Puis, je vais vous proposer un genre de calendrier là, pour comment utiliser les différents groupes de fongicides au cours de la saison. Puis, vous laisser peut-être, ou j'espère, sur une note d'optimisme sur les perspectives de résistance. Alors, rapidement, la tavelure, on ne fera pas l'épidémiologie aujourd'hui. Normalement, vous connaissez cette maladie-là par cœur. Puis la clé, puis on va le répéter quand même, parce que c'est essentiel, c'est vous ne devriez pas avoir à traiter de la tavelure en été. La répression des infections primaires, là, c'est ça qui est la clé. La clé pour votre réussite économique, pour la résistance, pour tout, il faut réprimer la tavelure au printemps. Si vous avez un abonnement à la tavelure, faut vous poser des questions sérieuses parce que c'est pas normal. Avez-vous des problèmes de pulvérisateur, émondage, etc. Il y a tellement de ressources d'informations à l'IRDA, fiches PFI, etc. La tavelure, ça devrait jamais être un enjeu en été. Et ça commence au printemps, maintenant, avant les fongicides, se débarrasser de la litière, les feuilles au sol. Normalement, mon pointeur vous montre de la litière avec des feuilles tavelées au sol. Vous vous débarrassez de tout ça, peu importe comment, broyeur, balai, de l'urée au sol. C'est vraiment clé. En fait, même là, dans des essais à l'IRDA, quand on n'a pas assez d'inoculum, nos essais de tavelure, ils ratent parce qu'il n'y a pas assez de tavelure dans le témoin sans fongicide. Alors, commencez par ça, puis vous allez être content à long terme. Alors, les fongicides qui sont utiles pour la tavelure, il y en a beaucoup qui ne sont pas à risque de résistance. Alors, les groupes M, les fongicides qu'on a utilisés très longtemps, Captan, Mancozeb et tout ça. Malheureusement, il y a beaucoup de restrictions sur l'usage de ces produits-là, ce qui nous force à utiliser des fongicides qui sont à risque de résistance. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a le cuivre au printemps, le mélange de bicarbonate de potassium et de soufre, c'est une excellente solution contre la tavelure quand c'est bien appliqué. Pendant la saison, vos applications d'engrais d'urée foliaire, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais ça réprime la tavelure aussi. Le chlorure de calcium aussi, au mois de juin, là, après la formation des fruits, ça réprime la tavelure. Donc, c'est des choses qui font partie d'un programme de gestion de la tavelure. Les régulateurs de croissance, apogée, Kudos, c'est pas parce que c'est pas des fongicides, c'est vraiment très puissant là. Si vous pouvez hâter la formation d'un bourgeon terminal, vous avez là une clé pour réprimer la tavelure. Alors, les fongicides utiles, qui sont les systémiques sujets à résistance, ben, on les utilise parce que c'est très pratique de pouvoir traiter après la pluie. Une fois que les conditions ont été propices à l'infection, on peut traiter en post-infection. Ça vous permet, disons, c'est ce que les gens espèrent, c'est qu'en traitant un systémique, ça vous permet d'éviter le lessivage. C'est sûrement pas le facteur déterminant. La résistance au lessivage d'un produit systémique est moindre que ce que vous pensez. C'est vraiment pas magique de dire ah, c'est systémique, donc ça résiste. C'est pas nécessairement vrai. L'effet qui est plutôt magique, lui, c'est que ce soit translaminaire. Alors, quand vous pulvérisez puis que le produit peut passer au travers de la feuille, vous pouvez certainement compenser pour un mauvais pulvérisateur qui a de la difficulté à atteindre le dessus des feuilles. Alors, les systémiques ont cet effet magique-là. C'est surtout là que réside leur valeur. Alors, différents groupes, il y en a qu'on parle moins, comme le fluazinam allegro, qui est classé comme rouge pour la santé, mais qui est
qui vraiment, si vous êtes bien protégé pour l'application, qui est un outil très utile pour la tavelure, qui a un effet qui est systémique, qui est post-infection. La Dodine, c'est malheureux, c'est un produit qui est cher. S'il l'était moins, en tout cas, parlez à vos vendeurs, c'est normal. C'est parce que comme il n'y a pas de demande pour la Silite, je présume que ça maintient aussi il y a, il y a- il y a un prix qui est là, puis les gens n'en discutent pas. Moi, je pense qu'il faudrait intégrer ça. C'est un vieux produit, mais qui marche encore très bien. Et puis nos quatre groupes classiques, là, les 3, 7, 9 et 11, dont vous entendez parler souvent, on va en parler aujourd'hui beaucoup. Le blanc, épidémiologie du blanc, il y a une présentation complète sur le blanc sur le site web d'AgroPomme. Il y a aussi des ressources dans le guide PFI. En gros, le blanc, c'est un peu décalé par rapport à la tavelure parce que les bourgeons qui sont atteints de blanc, ils vont débourrer un peu plus lentement. Alors, normalement, à l'écran, là, vous voyez un bourgeon sain puis un bourgeon attaqué par le blanc. Il ouvre plus tard, donc il va libérer ses spores plus tard. Fait qu'il y a une période de temps pendant laquelle vous luttez seulement contre la tavelure, puis ensuite le blanc embarque là, là où c'est un problème. Puis ça, ben, ces premiers foyers-là, vous ne pouvez rien faire. Là. Ça a été, ils sont là depuis l'année passée. Ils vont libérer leur sport. Vous ne pouvez pas combattre ce blanc-là. Ce que vous devez combattre, c'est la propagation de ces spores-là vers des nouvelles pousses. Le blanc, quand la saison est favorable à la tavelure, le blanc est normalement pas un problème parce que de la pluie puis du froid, ça ne favorise pas le blanc. Puis, un peu comme la tavelure, la fin du blanc, le bourgeon terminal est un excellent fongicide qui arrête le blanc. Euh, la clé pour le blanc, c'est à partir du moment où il y a des spores qui sont libérés et que la période est favorable, il ne faut pas manquer ça. Ce sont des périodes courtes, mais le blanc, ça progresse rapidement. Il y a un modèle dans Rimpro pour le blanc du pommier. Attendez pas de voir des lignes rouges d'infection. Rimpro n'est pas tout à fait assez sensible pour les montrer, mais quand vous voyez des périodes là, avec du jaune, puis des spores qui germent, puis tout ça, ça devrait être votre indicateur de dire, oh, oh, il y a des périodes favorables au blanc, il faut que j'intervienne. La fréquence ensuite des traitements, il peut y avoir une semaine entre deux traitements, c'est pas un problème, mais ratez pas la fenêtre. C'est vraiment clé, c'est de ne pas rater ces fenêtres-là. Alors, les outils utiles pour le blanc, ben, c'est comme on disait un peu, si la pluie favorise pas le blanc, en fait, c'est même que la pluie, ça limite le blanc. Juste de l'eau, ça nettoie le blanc et ça freine fortement le blanc. Des gens en production de fraises puis dans d'autres cultures là, qui appliquent de l'eau pour juste de l'eau pour se débarrasser du blanc. C'est pas 100% efficace pour le pommier, mais quand même, ça marche. Le soufre puis le bicarbonate comme premier rempart, c'est excellent. Si vous visez tôt, vous commencez lors des périodes favorables, vous n'aurez pas de problème. Si vous attendez la propagation du blanc, ben là, vous multipliez le nombre de sources de spores. Là, vous allez avoir des problèmes. Puis là, ben, si la température est plus élevée en plus, ben là, c'est bonjour les problèmes. Euh, les IBS, le groupe 3, c'est une molécule ou une famille de fongicides qui a toujours été très efficace contre le blanc. Il y en a qui sont plus que moins, mais c'est pas grave, ça part par là. Le Flint, qui est groupe 11, très efficace contre le blanc. Et les groupes 7, un peu moins, mais quand même. Suie-moucheture, ça c'est plus tard en saison. Mais si vous voulez en savoir plus sur la suie-moucheture, il y a une présentation complète sur le site d'AgroPomme. Euh, et puis, en principe, c'est réprimé par vos traitements de tavelure. Pas parfaitement, mais c'est par là que ça commence. Mais après que la saison des infections primaires de la tavelure est terminée, c'est là qu'il faut regarder si les périodes sont favorables à la suie-moucheture. C'est juin, c'est juillet surtout. Puis les infections qui ont lieu plus tard que juillet sont normalement pas un problème en pomiculture. Il faut viser le plus tôt pour réprimer les infections primaires de suie-moucheture. Puis si jamais il y avait un peu de suie-moucheture qui sortait plus tard, moi, ce que je fais toujours comme recommandation à l'industrie, c'est organisez-vous avec vos emballeurs pour qu'il y ait des stations de brossage de fruits. Puis là, vous pourriez éviter beaucoup de fongicides de fin de saison. Alors, comment ça marche? Encore une fois, sur Impro, il y a un modèle qui indique les périodes favorables à la suie-moucheture. On ne vous enseignera pas ici à utiliser ce modèle-là. Ce que je veux surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est
Mettons de mi-juin à mi-juillet, c'est les périodes les plus intenses. Puis le début de la saison correspond à votre saison de la tavelure. Alors, quand votre saison des primaires continue, vous réprimez les premières infections de tissu-moucheture, celles qui sont les plus problématiques. Mais quand il y en a après, des infections de tissu-moucheture qui viennent après vos primaires, là, ben, ça peut justifier des traitements spécifiques contre la tissu-moucheture dans les blocs où cette maladie-là est problématique. Alors, qu'est-ce qui marche contre la moucheture? Ben, le captant Folpan, encore une fois, captant sujet aux restrictions, donc peut-être une des raisons aussi pourquoi la moucheture apparaît de plus en plus. Le fluazinam Allegro, notre groupe 29, qui n'est pas négligé. Flint, entre autres, il y a des produits qui fonctionnent bien contre la sous-moucheture dont je ne vous parle habituellement pas parce que ça peut faire des résidus pluriannuels, des résidus qui persistent dans votre verger pendant des années. C'est le cas du phosphonate, là, où moi je recommande jamais ça, mais ça marche. Le groupe 1, le produit comme le Sénateur qui n'est plus vendu, si vous vous demandez pourquoi j'en parle jamais, c'est que si vous voulez détruire vos vers de terre dans votre verger, c'est vraiment la bonne façon de procéder. Un petit coup de Sénateur, vous n'aurez plus de vers de terre. Fait que, tu sais, il y a des choix dans la vie, puis moi, ben, je me dis qu'on est capable de combattre les maladies sans tout scraper. Euh, le meilleur, entre guillemets, produit contre la suie-moucheture, c'est un mélange qui s'appelle Pristine. C'est pas nécessaire d'avoir recours à Pristine, donc je ne privilégie pas cette avenue-là. Euh, Puis le groupe 3, même histoire, ça marche bien contre la suie-moucheture, mais comme cette famille-là est très utile pour la tavelure du pommier, moi je privilégie toujours qu'on la garde plutôt en saison. Alors, dans les différentes maladies, lesquelles sont les plus à risque pour la résistance, c'est clair que la tavelure, historiquement, on a brûlé différents groupes, le groupe 1, groupe 3, groupe 11, groupe 7. Je veux dire, c'est vraiment la maladie pour laquelle il faut faire attention à la résistance. Il y a un groupe qu'on n'a pas encore brûlé, le groupe 9, le Scala, parce que ce produit-là, comme il est utilisé en début de saison, qui n'est jamais utilisé sur des tâches, ben Non, c'est c'est parce que comme je viens ça de brancher un webinaire, ça a pas. qui a été préservé. Je pense qu'il y a des micros qui sont allumés. Si vous pouviez les éteindre juste. euh, voilà. Alors, le blanc, c'est pour beaucoup de cultures, cette maladie-là, il y a des risques de résistance, mais ce n'est pas le cas pour le blanc du pommier. Chaque blanc est différent d'une culture à l'autre. Puis dans le blanc du pommier, historiquement, c'est pas fréquent d'avoir de la résistance. Fait que vraiment, l'accent ne devrait pas être Oh, est-ce qu'il faudrait que je fasse de la rotation de mes fongicides pour le blanc? C'est. Ça ne sera vraiment pas un problème. C'est une particularité du blanc. Suis-moucheture, même chose. Pensez pas à dire Ah, mais là, il faudrait que je fasse de la rotation, suis-moucheture. Pensez rotation avec la tavelure, mais pour les autres maladies, non. La préservation des fongicides, là, pour la tavelure, c'est là où ça a son importance. Alors, la palissade, des vérités incontournables, là, traduit en français, une bonne répression des maladies, c'est la meilleure stratégie de gestion de la résistance. Ça a l'air idiot dit de même, là, mais si vous faites une bonne job de répression de la tavelure, vous aurez à peu près jamais de problème de résistance. C'est clé. Euh, la dose que vous allez utiliser, ben, il y a des gens qui disent Ah oui, mais là, j'utilise une faible dose, je favorise la résistance. Si vous réussissez bien à réprimer la tavelure parce que vous avez un bon équipement, parce que vous utilisez de l'urée, peu importe la raison, puis que vous utilisez des doses faibles, vous n'en aurez pas de problème de résistance. Mais le corollaire est aussi vrai, là. Si vous ratez votre job de lutter contre la tavelure correctement, même avec des doses fortes, vous allez entraîner ou accélérer des problèmes de résistance. Fait que la qualité de la pulvérisation, c'est clé. Un bon pulvérisateur permet une bonne gestion de la tavelure, donc permet une bonne gestion de la résistance. La dose qui est appliquée sur l'arbre, c'est clé. Tout à l'heure, Louis va parler de cet aspect-là. Le moment opportun pour vos traitements. Les traitements qui sont faits juste avant les pluies ou pendant les pluies, ils sont incroyablement efficaces. Il y a des fongicides qui sont efficaces juste après les pluies. C'est aussi une excellente fenêtre d'intervention. Ce qu'il faut éviter, c'est des traitements 2 jours ou 3 jours ou 4 jours après, comme on faisait dans le bon vieux temps. C'est comme ça qu'on a eu des problèmes de résistance et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, un produit efficace,
le meilleur par groupe, c'est aussi ce qu'on recommande. Les tests à l'IRDA, on a démontré que si vous aviez, par exemple, à privilégier un groupe 7, ben, vous n'allez pas privilégier Excalia parce que les produits qui apparaissent en jaune sur cette image-là, c'est des produits qui sont moins efficaces que les autres. Alors, dans le groupe 7, ce serait Excalia. Dans le groupe 9, ce serait Scala. Malheureusement, c'est le seul qu'on a. Je vous dirais, moi, je ne suis pas un fan de Scala. À date, on n'a pas eu de problème de résistance. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. On s'en sauve parce qu'on ne traite pas sur des tâches. Mais en tout cas, éviter Excalia, ça c'est clair. Euh, alors, dans le groupe 3, Inspire Super ou Sevia. Inspire Super, c'est un mélange, je sais, mais Sevia, c'est vraiment des produits qui sont excellents pour la tablure. C'est eux qu'on devrait privilégier. Ils ne sont pas les meilleurs produits pour le blanc, c'est vrai. Mais leur efficacité pour le blanc est suffisante, puis c'est ça pour moi qu'on devrait retenir. Si vous êtes tenté par des vendeurs d'aller vers d'autres produits dont la spécialité, c'est le blanc, je vous promets que vous vous tirez dans le pied pour la tavelure parce que des produits que vous appliquez, votre ennemi numéro un sera toujours la tavelure. Si vous utilisez des produits qui sont moins efficaces contre la tavelure, dans un groupe 3, vous allez accélérer vos problèmes. Puis les problèmes de résistance pour le blanc, c'est pas ça qui devrait être votre enjeu. Il y a de nouveaux groupes 3 qui s'en viennent, dont la compagnie Gowan là, qui amène Metal. Je vous dirais à suivre, ça semble bien, mais on fait des tests actuellement. Pour le groupe 7, les meilleurs, Approvia et Cercadis, c'est avec ces produits-là que je pense que tant qu'à utiliser un groupe 7, utiliser les meilleurs et les moins chers, là, ça serait Approvia et Cercadis. Excalia à éviter. Le Fontelis est cher. Il y en a d'autres. Les tests ont pas été faits partout. C'est à suivre. Fait que l'importance relative de tous les facteurs dont on parle quand on veut gérer la résistance, c'est bien réprimer la maladie, c'est numéro un, mais ensuite, on entend tout le temps, ah, faudrait-tu que je fasse un mélange, une rotation? Euh, En gros, dans toutes les cultures, hein, ça va des céréales aux petits fruits, etc. Il y a beaucoup de cultures où on a privilégié les mélanges. Quand votre gestion n'est pas parfaite, puis dans les céréales, tu sais, par exemple, il reste toujours un peu de maladie, ben là, on va privilégier les mélanges. C'est comme ça qu'il va y avoir une pression de sélection qui va être moindre. Mais pour la tavelure du pommier, vous voulez toujours une répression parfaite. Puis à ce moment-là, c'est la rotation que vous devriez privilégier. Les mélanges, là, si on pouvait pas avoir ça en pommiculture, moi, je voterais pour ça n'importe quand. Alors, après ça, la fréquence de la rotation, ben, ça va dépendre du moment pendant la saison. Quand vous êtes tôt en saison et qu'il n'y a pas de tâche, c'est carrément indifférent. Vous pourriez utiliser le même produit plusieurs fois de suite, ça ne changera rien. C'est toujours des sports qui sont différents à chaque fois. Au moment où des tâches apparaissent, là, il faut faire des rotations. Mais encore une fois, si vous voyez des tâches de taveleur, c'est parce que vous avez mal fait votre job des primaires, puis vous avez des questions à vous poser. Bon, autre facteur qui est souvent amené, c'est la pression de sélection. C'est clair que plus on utilise un produit, plus qu'on augmente les risques. Mais les laisser sur la tablette, ben, je trouve ça dommage aussi parce que vous pourriez bénéficier de leur effet en post-infection et leur effet translaminaire. Les mélanges, en général, ça vous complique la vie pour leur gestion parce qu'on vous dit un maximum de temps d'application de ceci, de cela. Moi, je les éviterais complètement. C'est pas nécessaire d'avoir des mélanges pour gérer la résistance, donc ça fait juste vous causer des ennuis. Moi, je vais même plus loin, je vous dirais qu'une compagnie qui vous force à utiliser deux groupes en mélange, des fois, tu sais, je me demande si c'est pas pour sauver la face si jamais il y avait des problèmes. Tu sais, comme le Luna Sensation, qui est un mélange de, de Flint et d'un groupe 7. Comme il y a des problèmes de résistance avec le groupe 11, là, le strobilurine, ben, moi, je me dis que la compagnie, elle mettait ça marche tant qu'il n'y a pas de résistance. Ensuite, allez voir. Alors, c'est à éviter. Puis vous balancez des molécules dont vous n'avez pas nécessairement besoin dans l'environnement, pas une bonne idée non plus. Fait que tout ce qui s'appelle les Luna, Miravan, etc., etc., euh, pour moi, c'est pas la bonne approche. L'exception que je fais, c'est pour Inspire Super parce qu'en quelque part, le diphénoconazole, c'est un excellent groupe 3. Il n'est pas disponible tout seul, fait qu'il nous force à utiliser un groupe 9. Si le Inspire sans mélange revenait, j'applaudirais à deux mains.
Alors, un calendrier de traitement, ça a l'air de quoi? Pour la tablure du pommier jusqu'au pré-bouton rose, là, les toutes premières infections, si vous là, à ce moment-là, il n'y a pas de blanc, les spores de blanc ne sont pas présentes. Si vous avez besoin de quelque chose en post-infection, groupe 7. Je sais que beaucoup de gens utilisent du Scala dans cette fenêtre-là, mais ce n'est pas le produit le plus efficace. Mais bon, à date, on s'en est toujours sorti. Dodine, si c'était pas si cher. Puis la rotation à ce moment-là, je vous dirais inutile, il n'y a pas de tâche. Ce sont des ascospores qui sont différentes à chaque fois, fait que vous n'avez pas à vous soucier de ça. Euh, la seule exception que je vous dirais sur la rotation, c'est si vous faites des traitements qui sont trop tardifs. On ne recommande pas ça, mais si vous êtes vraiment mal pris, ben là, vous pourriez dire, ah, je vais faire une rotation. Tu sais, ce serait les traitements là, ici, là. Très, très, très tard, vous en faites un là. Si vous traitez vraiment tard, je vous dirais, ah, revenez donc avec d'autres choses. Mais ce sont des cas extrêmes qui, normalement, ne devraient pas faire partie de vos stratégies. Les primaires, un petit peu plus tard, au moment où le blanc commence. Donc là, votre gestion est surtout pour la tavelure, mais si les fenêtres sont, si vous avez un bloc où il y a du blanc, que les conditions sont favorables, ben, il faut intervenir contre le blanc. Rotation, encore une fois, c'est pas ça qui va être la clé tant qu'il n'y a pas des tâches de tavelure en place. Les rotations pour le blanc sont jamais critiques. Fait que le groupe à privilégier pour le blanc, c'est le groupe 3. C'est vraiment, c'est ça qui va avoir la coche. Si vous n'avez pas à vous soucier du blanc, votre groupe 7. Le bémol, je vous dirais, il y a des fois on se tire dans le pied pour le blanc, c'est que si vous utilisez dans des blocs avec du blanc des affaires comme Scala et Silette qui n'ont pas d'effet pour le blanc, ben en fait, même vous détruisez un peu des champignons qui sont présents naturellement et qui luttent contre le blanc à votre place. Fait que dans un verger où il y a du blanc, peut-être qu'il faut faire attention à certains autres fongicides qu'on utilise. Euh, on continue dans la saison, la fin des primaires, vous avez quelques taches de tavelure qui apparaissent, mettons, graduellement jusqu'à la fin des ascospores. Là, les rotations deviennent essentielles parce qu'il y a des taches présentes. Vous voulez varier les molécules que vous allez appliquer sur les mêmes tâches. Parce que c'est les conédies à ce moment-là qui vont survivre. C'est ça qui va faire la différence pour la résistance par la suite. Fait que là, une rotation entre le groupe 3 et le groupe 7, excusez-moi, serait bien. Les autres groupes, comme par exemple Allegro, si le blanc n'est pas un enjeu. Ensuite, plus tard en été, vous pourriez, si vous avez des traitements à faire contre la moucheture, ma recommandation ne fait pas l'unanimité, mais moi, je vous dirais, c'est là que votre Flint devient utile. Sa carrière professionnelle contre la tavelure, moi, je la déclare terminée, mais ce produit-là est excellent contre les maladies d'été, fait que c'est là que je le placerai. Puis l'Allegro, parce que vous avez un acaricide en prime, l'Allegro a cet effet-là, fongicide et acaricide. Fait que les délais en récolte pour les différents produits, parce que ça compte, parce que si vous êtes tard un petit peu plus tard, puis que vous avez besoin de quelque chose, faites attention. Le Aprovia, qui est peut-être le meilleur et le moins cher, c'est 30 jours. Alors que le Circadis, c'est 0 jours. Il y a une fenêtre là. Allegro, c'est 28 jours, pas plus tard. Flint, 14 jours. Je voulais terminer avec un optimisme prudent. C'est que, oups, excusez-moi, c'est qu'il y a trois nouveaux groupes qui s'en viennent pour lutter contre la tablure du pommier. À partir du moment que de nouveaux groupes s'installent, tu sais, groupe 11A, ça va être des produits qui n'auront pas de résistance croisée avec le Flint. 21, un nouveau chiffre, donc un nouveau groupe, donc un produit qui, encore une fois, il y a pas de résistance. 52, même chose. Si on multiplie le nombre de molécules efficaces, les risques de résistance, pour moi, ça va être du passé. Je pense que je vais finir ma carrière sur un- avec tellement de produits qui auront une efficacité simultanée que les problèmes de résistance, la rotation, ce ne sera pas le sujet le plus à la mode. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis ensuite, je pense que mon collègue est prêt pour vous faire sa petite présentation sur la pulvérisation, à moins qu'on gère les questions séparément. Jérôme-Antoine? Hello?
Oui, je pense qu'on va continuer avec la présentation de Louis, puis Ah, s'il nous reste du temps à la fin, on verra pour les questions d'ordre global. parfait. Je vais embarquer alors. Normalement, vous devriez voir ma présentation. Oui, c'est bon. Donc, personnellement, je vais vous parler d'efficacité de la pulvérisation en vergers commerciaux, puis je vais vous demander si vous êtes vraiment meilleur que votre voisin. Euh, Dans le fond, c'est les résultats d'un projet qu'on fait à l'IRDA depuis déjà 2 ans. On fait des tests à l'IRDA, mais également en vergers commerciaux. Donc là, je vais axer plus la présentation sur ce qu'on fait en vergers commerciaux. Donc, normalement, si je fais ça. OK. Donc, on le sait tous, en verger, on a une panoplie de pulvérisateurs de toutes sortes, avec des tours, pas de tours, des grandes tours, des petites tours, des éclateurs. C'est un peu infini la quantité de choses qu'on peut utiliser, puis généralement, même dans une exploitation, vous n'avez pas 2 ou 3 fois le même pulvérisateur pour ceux qui ont plusieurs pulvérisateurs. Donc ça fait en sorte que la déposition de ce que vous laissez dans le verger après une pulvérisation va être automatiquement différente selon la machine que vous allez utiliser. Aussi, votre verger, on le sait tous, oups, est configuré de façon différente. Vous n'avez pas des vergers qui sont égaux, c'est pas les mêmes cultivars, c'est pas les mêmes distances de plantation, c'est pas les mêmes hauteurs, c'est pas les mêmes canopées d'arbres. Puis pour chaque pulvérisateur que vous allez utiliser, le vent qui est généré, la vitesse que vous allez rouler dans vos blocs, c'est tous des paramètres qui vont influencer la quantité de bouillie de pulvérisation qui va se déposer dans vos arbres. De façon générale, on peut se dire qu'on fait un travail correct parce que sinon vous auriez tous des problèmes de tavelure, puis c'est pas le cas. Mais on peut aussi se demander, est-ce qu'on peut améliorer notre déposition pour ceux qui ont des problèmes de tavelure? Puis, est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions pour réduire les coûts, réduire les temps de traitement pour ceux qui n'ont pas de problème de tavelure? Donc, est-ce que vous faites une trop bonne job comparativement à ce qu'on pourrait s'attendre? Donc, pour faire ça, il faut savoir ce que vous êtes capable de déposer dans votre verger lorsque vous faites un traitement. Une des méthodes qui est disponible, c'est les papiers hydrosensibles, mais on n'a pas une vision qui est très, très claire de la bouillie de pulvérisation. Donc, on sait qu'il y a de la bouillie qui s'est rendue à un endroit dans l'arbre, mais on peut pas savoir si c'est arrivé sur la face supérieure des feuilles, sur la face inférieure. On place généralement un ou deux papiers dans un arbre, donc on n'a pas une finesse dans dans l'analyse de nos données. Par contre, on a un nouvel outil qui s'appelle le Leaf Lab ou DropSight, qui nous permet en fait de mettre un traceur fluorescent dans la cuve d'un pulvérisateur. C'est invisible à l'œil nu et ça sèche assez rapidement, puis ça fait qu'on manipule des échantillons. Donc, on a un traceur qui est directement mis sur les feuilles. Puis quand on va ramasser ces feuilles-là, puis qu'on les passe sous lumière UV, on va voir les endroits où il y a eu de la pulvérisation sur une feuille et où il n'y en a pas eu. Donc, concrètement, ce que ça donne, c'est les images suivantes. Ça fait des super belles images. Donc, suite à un traitement, on va avoir des feuilles complètement à gauche où il n'y aura absolument aucune présence de produit sur les feuilles. On va avoir des feuilles où il va y avoir du produit, mais uniquement concentré sur une des deux faces. Donc, les deux photos au centre, c'est la même feuille, face supérieure à gauche, face inférieure à droite. Puis, on va avoir des feuilles où il va y avoir du produit de façon environ équivalente sur les deux faces. Donc, ça va avoir un impact sur l'efficacité de vos traitements, forcément. Donc, si on regarde le tout à partir de la tavelure, donc nos spores vont généralement arriver sur notre face supérieure de nos feuilles. Donc, on veut que notre produit se rende sur notre face supérieure également. Puis, on va généralement se concentrer sur les 3 feuilles les plus jeunes des pousses parce que c'est les feuilles qui n'ont pas de résistance ontogénique à la tavelure.
Donc, si je vous ai mis une liste de produits que vous avez, puis ce qu'on veut regarder, c'est dans le bloc complètement à droite, c'est les produits qui sont translaminaires. Donc, des produits où il y aurait peu d'importance à savoir où le produit se dépose sur la feuille. Qui se dépose en face inférieure ou en face supérieure, ce serait correct. Donc, vous auriez, par exemple, le Aprovia qui pourrait être un bon produit. Inversement, si vous pensez faire des traitements de B2K, puis que vous n'avez pas de pulpe bouillie qui se dépose en face supérieure, ben là, vous vous abonnez au problème. Fait que c'est un peu la déposition dans votre verger va avoir un impact sur les produits que vous pouvez ou ne pouvez pas utiliser. Donc, ça va vraiment influencer vos choix dans le futur. Donc, comment qu'on fait ça concrètement dans un verger? Quand on arrive chez un producteur, on vous demande de remplir une partie de votre cuve de pulvérisateur avec notre produit. On vous envoie faire une pulvérisation dans un bloc que vous voulez analyser. Vous faites une pulvérisation pareil comme quand vous faites des traitements phytosanitaires. Donc, parfois, vous faites toutes les rangées, des fois, vous faites un rang sur deux. Puis, nous, on va venir ramasser des feuilles dans le bas des arbres, dans le milieu des arbres et dans le haut des arbres, sur tout l'ensemble de la canopée. Puis, c'est ces feuilles-là qu'on va analyser ensuite au laboratoire. Donc là, on va commencer à rentrer dans les détails un petit peu plus. Ce que je vous présente, c'est, comme je vous disais, c'est vraiment les résultats que j'ai de 8 vergers commerciaux dans lesquels on a été faire des tests. Euh, pour commencer, vous avez des différences entre des pommiers semi-nains et des pommiers nains. Et dans le fond, sur l'axe des X, là en bas, là, vous avez les traitements qui sont faits de façon alterne, donc une rangée sur deux versus les traitements qui sont faits à tous les rangs, les traitements simples. Puis, sur l'autre axe, vous avez la quantité de matière qui est déposée. Plus on est haut sur l'axe, plus il y a de matière qui est déposée sur vos feuilles. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que chez les 8 producteurs que j'ai faits, il n'y a personne qui traite ses nains à tous les rangs. Tout le monde traite euh, leurs pommiers sur des rangs alternes. Donc, à la fin, je vais faire un appel à la candidature. Si quelqu'un traite ses nains sur pommier simple, en rang simple, je suis entièrement partant d'aller faire un tour chez vous. Puis l'autre chose qu'on voit, c'est que dans les pommiers féminins, on va avoir tendance à être un peu plus efficace avec notre bouillie de pulvérisation lorsqu'on traite tous les rangs que lorsqu'on traite uniquement un rang sur deux. Ensuite de ça, là, je vous ai fait un gros récapitulatif de tout ce qui se passe chez vous, chez les producteurs, dans les 8 producteurs que j'ai fait. Puis on va rentrer un peu plus dans le détail là, dans les prochaines slides pour vous montrer des exemples de ce qu'on peut voir comme patron chez ces producteurs-là. Donc, encore une fois, sur l'axe des Y, là, c'est la quantité de matière qui est déposée. Puis chaque case, en partant du haut vers le bas, c'est les endroits dans l'arbre où on se trouve. Donc, si on regarde chez un seul producteur, donc dans le verger numéro 7, euh, le ratio entre la déposition en face supérieure, qui est les boîtes vertes, versus les boîtes oranges qui sont en face inférieure, va changer selon la hauteur des arbres que l'on regarde. Donc, dans le bas de ces arbres, le producteur va mettre autant de produits, sinon un peu plus, en face supérieure, tandis que dans le haut de ces arbres, il n'y a pas de produits ou presque qui vont se rendre en face supérieure, puis il va y avoir beaucoup de produits qui vont se rendre, mais en face inférieure seulement. Donc, ce producteur-là pourra avoir des problématiques à utiliser du B2K, par exemple. Sinon, on peut regarder aussi la quantité de produits complète qui est déposée, qu'on va aller voir dans le verger numéro 1. Donc, dans le bas des arbres, comparativement dans le haut des arbres, ce producteur-là va appliquer pratiquement 3 fois plus de produits. Là, on le voit, là, il y a vraiment, vraiment pas grand-chose qui est déposé dans le haut de son arbre. Donc, est-ce que son pulvé se rend à la cime de ses arbres? Est-ce que ses arbres sont trop hauts? Est-ce que son équipement est adapté ou pas? C'est toutes des questions qu'on peut voir ou avoir quand on a notre patron de déposition, mais qu'on peut pas faire avant. Ou inversement, on a un producteur dans le verger numéro 8 où sa déposition est à peu près égale partout sur toute la hauteur de ses arbres. Ce qui est définitivement mieux.
Puis ensuite de ça, si on compare entre un producteur à un autre, on voit ici que certains producteurs peuvent avoir une déposition qui est jusqu'à 5 fois plus élevée à un endroit de leurs arbres comparé aux moins bons producteurs. Donc, c'est quand même assez majeur la quantité de produits qui est appliquée en plus chez certains producteurs comparé à d'autres. Puis, à l'IRDA, on a fait également des tests là, entre du moment d'application. Donc, on l'a fait sur des pommiers nains. Puis, on voyait pas énormément de différence là, entre les tests à la fin juillet versus à la fin mai en face supérieure de nos feuilles. Maintenant, vous avez vu, là, on a des résultats uniquement chez 8 producteurs. Euh, donc, on aimerait ça. Ça fait pas un vrai portrait de la situation globale au Québec, de la pulvérisation. Notre objectif est vraiment pour 2025 d'augmenter ce nombre-là de façon quand même considérable. Donc, on vous demande si vous êtes intéressé de participer à un projet, de nous contacter. Pour vous, en fait, ce que ça implique, c'est environ 1 heure de votre temps si on traite juste un bloc avec un pulvérisateur chez vous. Puis, l'heure inclut également l'application du produit, là. Ensuite de ça, moi, je fais juste ramasser des feuilles lorsque c'est sèche. Je prends des mesures de votre verger pour savoir un peu dans quel genre d'arbre de plantation je me trouve. Puis sinon, ben, si on traite un pulvé supplémentaire, on rajoute environ une trentaine de minutes, puis une quinzaine de minutes par parcelle supplémentaire que vous désirez traiter dans votre verger pour le temps de déplacement, etc. Donc, ce que ça implique, c'est un mini questionnaire le jour même, là, où je vous demande la vitesse dans laquelle vous roulez dans vos blocs, le litrage à l'hectare que vous êtes supposé appliquer, le type de buse que vous utilisez, etc. Puis moi, c'est ça. Ensuite, je prends des mesures de la déposition dans votre verger. Puis, ça va nous aider grandement à augmenter notre information sur quel est le vrai portrait de la déposition dans les vergers commerciaux au Québec et est-ce qu'on est bon à déposer de la matière ou pas du tout. Dans un même ordre d'idée, on vous invite aussi à participer à une mini rencontre là, avec des gens plutôt sciences humaines. Donc, en fait, ce qu'on vous offre, c'est l'opportunité de donner votre opinion sur un outil qui va bientôt être disponible au Québec pour améliorer vos pulvérisations. Les discussions vont se faire avec un consultant externe en ligne, puis vont durer environ 1 heure. Et tous vos propos vont rester anonymes afin de faciliter les échanges et qu'ils soient plus transparents et honnêtes. En quoi ça consiste exactement? C'est un outil qui va permettre un diagnostic de la distribution d'air de votre pulvérisateur. Il va proposer un bilan technique neutre et objectif. Puis ce bilan-là va par la suite vous être utile pour savoir si vous voulez faire des ajustements, ce qui pourrait vous se transmettre chez vous par une diminution des pertes économiques, une diminution du bruit et du carburant qui est consommé, une optimisation de la couverture de vos traitements, puis améliorer l'efficacité de vos interventions. Par contre, ce n'est absolument pas une obligation de faire des modifications à vos équipements. Il n'y aura aucune conséquence non plus financière, des pénalités, des amendes pour ceux qui vont vouloir participer au projet si vos pulvérisateurs ont un mauvais patron d'air. Puis il n'y aura aucun impact sur vos pratiques culturelles non plus. Donc, pour ceux qui voudraient participer, je vous invite à contacter Catherine Pouchet. Vous avez son adresse courriel dans le bas de la slide ici. Puis ça devrait se tenir les 7 ou le 8 avril prochain de 8 heures à 9 heures le matin, selon la disponibilité de la majorité des répondants. Donc, ça complète ma présentation sur la déposition en verger commerciaux.